qui est chef de service d'orthopédie à l'hôpital de Bizet, mais aussi vice-président du Conseil national de l'ordre des médecins, pour nous faire part de son expérience concernant la synovite vilonodulaire. Slim, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens également à remercier le comité d'organisation pour m'avoir pour avoir donné cette occasion pour faire cette mise au point sur cette pathologie mystérieuse qui est la synovite vilonodulaire. Alors, il s'agit d'une affection bénigne, rare, qui touche essentiellement l'adulte jeune. Son étiopathogénie est encore mal connue. Elle peut toucher les articulations, les bourses séreuses ainsi que les gaines tendineuses. Il s'agit d'une hyperplasie vileuse ou nodulaire de la membrane synoviale. Elle peut être articulaire avec des localisations localisées ou diffuses. Elle peut être également extra-articulaire, touchant les gaines des tendons et les bourses séreuses. L'évolution clinique, elle est très lente et l'IRM a bouleversé le diagnostic, la démarche diagnostique, en la facilitant et bien sûr en la rendant beaucoup plus précoce qu'avant. Il n'y a pas de consensus pour le traitement, mais le traitement il est basé essentiellement sur une synovectomie chirurgicale associée ou non à une synovirothèse complémentaire. La connaissance des mécanismes physiopathologiques a permis des innovations thérapeutiques récentes qui sont le sujet de nombreuses études et on espère que les résultats de ces études soient encourageants. Sur le plan historique, c'est une lésion qui a été décrite pour la première fois par Chassignac en 1852. En effet, il a décrit la première tumeur à cellules géantes de la gaine des fléchisseurs. Ensuite, Jaffe et collaborateurs en 1941 ont décrit les formes localisées diffuses articulaires de la synovite vilonodulaire. Et il fallait attendre juste 2007 pour que Rubin et collaborateurs ont remarqué que la tumeur à cellules géantes des gaines et la synovite vilonodulaire pigmentée sont deux terminologies d'une même lésion histologique et qu'on devait les regrouper sous la même entité pathologique qui est appelée la tumeur à cellules géantes ténosynoviale. L'incidence annuelle de cette affection est de 1,8 cas par million d'habitants. Et nous pensons que l'IRM a permis d'augmenter cette incidence, puisqu'elle a permis d'augmenter le nombre de diagnostics. La forme localisée représente 3 fois plus que les formes diffuses. L'adulte jeune est touché donc vers la 3e à la 4e décade, avec des extrêmes allant de 2 à 68 ans. L'homme et la femme sont touchés de la même façon. Par contre, pour les formes localisées, on remarque qu'il y a plus de prédominance féminine et pour les formes diffuses, les hommes sont plus touchés que les femmes. La distribution topographique et les formes cliniques de cette synovite vilonodulaire. Pour les formes localisées extra-articulaires, on les voit essentiellement au niveau de la main et du poignet, et ensuite le pied et la cheville. Pour les formes localisées intra-articulaires, le genou, c'est l'articulation la plus touchée, on représente 80% des localisations. Et pour les formes diffuses également, le genou semble être le plus touché, mais avec une moindre fréquence, loin devant la hanche, la cheville et l'épaule. C'est une affection qui est souvent monoarticulaire. Elle peut être polyarticulaire, voire multifocale, exceptionnellement. Donc on note certaines localisations rares de la synovite vilonodulaire. En effet, on peut la voir dans les localisations rachidiennes qui touchent les articulations interapophysaires postérieures, notamment au niveau du rachis cervical ou le rachis lombaire. D'ailleurs, elle s'exprime cliniquement par des troubles neurologiques secondaires à une compression radiculaire ou médulaire en fonction de l'étage. Donc on a noté une trentaine de cas dans la littérature. On a noté également une cinquantaine de cas de localisation touchant l'articulation temporo-mandibulaire et les articulations sterno-claviculaires. Sur le plan anatomopathologique, cette lésion apparaît macroscopiquement sous 3 formes. Une forme tumorale qui apparaît sous forme d'une masse lobulée, pigmentée, de couleur ocre à brun. Et cette couleur ocre à brun, elle dépend du rapport entre la concentration en hémosidérine et en lipides. La deuxième forme, c'est la forme diffuse. Elle apparaît comme des franges vileuses, volumineuses, de couleur rouille et brune. Et la forme mixte, où on a une association de cette hypertrophie vileuse synoviale et associée à ces masses lobulées.
Bien sûr, dans tous les cas, donc ces 3 cas, la synoviale elle est hypervascularisée. Microscopiquement, l'élément le plus caractéristique, c'est la présence de ce dépôt de pigments d'hémosidérine, surtout après coloration HES. Et bien sûr, ces dépôts sont retrouvés au sein d'un magma de cellules, essentiellement des macrophages xanthomateux chargés de lipides, des proliférations de cellules mononucléées, donc histiocytoïdes, et des infiltrats de cellules géantes multinucléées type ostéoclastes. Et toutes ces cellules sont séparées par des travées de collagène interstitiel. Donc cette histologie particulière, avec la richesse de plusieurs types de cellules et ces localisations multiples ainsi que ces formes localisées et diffuses expliquent donc ces synonymes de la synovite vilonodulaire qui sont très nombreuses dans la littérature, donc synovite villeuse pigmentée, synovite villeuse chronique, enfin, etc., jusqu'à le synovium bénin. Sur le plan physiopathologique, l'origine de cette maladie a été très longtemps discutée. Il y en a plusieurs hypothèses qui ont été soulevées, essentiellement l'hypothèse de l'origine traumatique devant le caractère hémorragique des lésions, l'origine métabolique devant la richesse de ces hyperplasies, des cellules qui forment cette hyperplasie villeuse par de la graisse, et l'origine tumorale devant le caractère destructeur et surtout récidivant de cette affection. Il semblerait que cette hypothèse tumorale soit la plus probable. En effet, cette synovite vilonodulaire contient un contingent tumoral sinuocitaire macrophagique et un stroma réactionnel autour, formé essentiellement de macrophages non tumoraux et de cellules géantes multinucléées. Et ces cellules-là ayant une activité ostéoclastique, d'où le caractère destructeur de cette lésion. Alors cette hypothèse tumorale, pourquoi? Et d'après l'étude réalisée par West et ses collaborateurs, qui ont remarqué que 2 à 16% des synoviocytes macrophagiques qui formaient ces synovites vilonodulaires présentaient une anomalie chromosomique. Cette anomalie chromosomique, c'est une translation entre 2 chromosomes, le premier et le deuxième chromosome, et plus exactement entre le gène situé en position 13 du bras court du premier chromosome, qui code pour le facteur 1 qui stimule les colonies de macrophages, c'est le CSF1, et le gène situé en position 35 du bras lent du deuxième chromosome. Ils ont remarqué que cette anomalie chromosomique s'observait dans 63 à 77% des cas étudiés de synovite vilonodulaire et de tumeurs à cellules géantes ténosynoviales. Donc, ces anomalies chromosomiques a pour conséquence une surexpression des macrophages colony stimulating factor 1, donc c'est le CSF1, et la stimulation des récepteurs de tyrosine kinase, donc c'est le CSF1R. Donc, ce qui va avoir comme conséquence une activation de manière autocrine du macrophage tumoral d'un côté et le recrutement d'autres macrophages non tumoraux exprimant ce récepteur. Ce qui va donner un stroma réactionnel à la tumeur avec un caractère destructeur. Donc d'autres études ont également, qui se sont intéressées à la cytokine VEGF, donc aux facteurs stimulant la vascularisation endothéliale, enfin l'endothélium des vaisseaux de la tumeur, qui semble être impliqué également dans la croissance de la masse tumorale. Une publication récente dans ce sens, et qui consiste à l'injection de cet inhibiteur du VEGF et qui a montré une efficacité contre l'atteinte inflammatoire au sein de cette affection et qui a permis une réduction, voire une stabilisation de la masse tumorale. Alors sur le plan clinique, la symptomatologie de cette synovite vilonodulaire est remarquable par sa discrétion, sa variabilité et par son caractère souvent trompeur. Ce qui explique un peu les délais importants entre le début des premiers symptômes et la première consultation qui peut aller jusqu'à 3 ans, ce qui est donc source d'un retard de diagnostic.
Alors sur le plan clinique pour les formes intra-articulaires, elle se traduit, le maître symptôme c'est les douleurs qui sont mécaniques, progressives, intermittentes, chroniques, mais qui ne sont pas très importantes, qui peuvent durer des mois, voire des années. Elles sont plus fréquentes, ces douleurs, dans les cas diffuses et moins fréquentes pour les formes localisées. Ces douleurs peuvent être remplacées par un simple dérangement intra-articulaire. L'autre signe, c'est la tuméfaction articulaire chronique, en rapport avec un épanchement récidivant. Et cet épanchement, il est variable dans le temps, il augmente, il régresse, mais l'abondance de cet épanchement contraste avec le caractère modéré des douleurs. Il y a également la présence à la palpation de masses palpables. Et ces trois signes, il s'agit d'une articulation profonde comme la hanche ou l'épaule. Cet épanchement intra-articulaire peut être à l'origine de limitations importantes des mouvements articulaires, et cette limitation peut être secondaire également à l'effet de masse de cette masse synoviale qui peut être développée par exemple au niveau du genou, dans l'échancrure, dans le cul de sac sous-quadricipital, au niveau du ligament adipeux du OFA. Donc bref, sa localisation peut expliquer un peu la limitation d'un secteur ou l'autre de mobilité. Également, on peut observer des blocages ou des pseudo-blocages, donc finalement, surtout pour les formes localisées, qui peuvent simuler une lésion méniscale instable, comme vous voyez sur la photo de droite, la vue arthroscopique, une forme localisée de synovite veineux-nodulaire qui est interposée entre le condyle et la face supérieure du ménisque interne. Toujours dans les formes extra-articulaires, maintenant pour les formes extra-articulaires, on a une masse palpable qui est couverte par une peau tendue, souvent indolore, et qui est située au niveau de la face palmaire de la main, des doigts lents et du poignet, ou bien au niveau de la face plantaire du pied, pour les localisations bien sûr au niveau des gaines tendineuses, et en situation pré-rotulienne, exceptionnellement l'épaule, le cou de la cheville, pour les localisations au niveau des bourses séreuses. Donc, dans tous les cas, ces masses vont être à l'origine d'une réduction de la mobilité articulaire, surtout si elle est voisine à des articulations. Alors, quels sont les examens complémentaires qu'il faut demander pour une synovite veineux-nodulaire? La biologie avec un bilan inflammatoire et un bilan d'hémostase. On doit également analyser le liquide de ponction articulaire, l'imagerie essentiellement avec les radiographies standards, l'échographie et l'IRM, et bien sûr l'étude histologique des prélèvements si on a eu besoin de faire des biopsies. Alors, sur le plan biologique, on a une absence d'un syndrome inflammatoire avec une absence de troubles de la coagulation, ce qui nous permet d'éliminer les arthropathies rhumatismales et hémophiliques. Pour l'analyse du liquide de ponction, qui dans l'aspect est généralement hématique, voire sérohématique, dans 75% des cas, et c'est souvent dans les formes diffuses qu'on a cet aspect, mais dans 25% des cas, le liquide est clair, et là, c'est plutôt évocateur des formes localisées. Bien sûr, l'analyse cytochimique de ce liquide nous permet d'éliminer les arthrites inflammatoires microcristallines et les hématoses post-traumatiques. Pour les radiographies standards, elles sont souvent normales, mais à un stade un peu plus avancé, on peut observer quelques anomalies. C'est l'épaississement des parties molles qui se voit dans 50 à 70% des cas, en rapport avec un épanchement intra-articulaire ou plutôt une augmentation des parties molles en rapport avec le dépôt d'hémosidérine intra- ou péri-articulaire. À un stade beaucoup plus avancé, on peut découvrir le caractère destructeur de cette tumeur avec l'apparition d'érosions osseuses dont le bord est net. Ces érosions de taille très variable qui vont aller de quelques millimètres jusqu'à quelques centimètres et qui sont situées généralement dans les zones de réflexion de la synoviale. On peut également, à côté de ces érosions, observer des lacunes secondaires en position sous-chondrale en rapport avec l'invasion osseuse par la synoviale malade, donnant un aspect kystique, et qui sont généralement entourés par un liseré de condensation d'osculosclérose témoignant de l'évolution lente de ce processus. Ces géodes peuvent être uniques ou multiples et volontiers excentrées.
Dans les formes localisées extra-articulaires et dans les formes articulaires diffuses, on observe le plus de lésions osseuses à type d'érosion ou de géode, et surtout dans les articulations étroites, c'est-à-dire les articulations qui ont une capsule relativement serrée. C'est pour cette raison qu'on observe ces anomalies dans plus de 90% au niveau de la hanche et plus de 70% au niveau de l'épaule. Et enfin, ces signes-là sont rarement vus au niveau du genou, au niveau de la cheville, et beaucoup plus rarement au niveau du coude et du poignet. La minéralisation osseuse est souvent normale et l'interligne articulaire est souvent normale au début de l'affection. Mais à un stade avancé, on peut avoir une dégradation des interlignes articulaires. Les formes destructives sont exceptionnelles. C'est pour les cas découverts très tardivement. Alors le deuxième examen de l'imagerie, c'est l'échographie. C'est un examen qui n'est pas spécifique et qui confirme l'épanchement intra-articulaire, qui est parfois hétérogène. Il confirme également l'épaississement de la capsule. Et bien sûr, il peut isoler des masses qui peuvent être échogènes, voire hyperéchogènes, hétérogènes. Et cette masse est souvent vascularisée au Doppler couleur. L'échographie peut mettre en évidence, dans 16% des cas, les érosions osseuses dont on a parlé tout à l'heure sur la radiographie standard. Donc cette échographie peut avoir un très grand intérêt pour guider les biopsies, notamment dans les formes focales, surtout si on a un doute diagnostique. Alors l'IRM, c'est l'examen de choix. Il permet de faire le diagnostic, vu la présence de signes spécifiques sur les clichés de cet examen. Elle permet également de faire un bilan pré-thérapeutique, puisqu'elle nous donne une idée sur le développement de cette affection et son développement local et loco-régional. Et il permet également d'assurer une surveillance et donc de dépister les éventuels récidives. Alors l'IRM va confirmer l'épanchement articulaire, l'épaississement de la synoviale, les lésions spécifiques de la synovite vilonodulaire, c'est-à-dire l'infiltration synoviale par l'hémosidérine, l'œdème osseux, les érosions et les kystes osseux, ainsi que les lésions cartilagineuses. Pour l'épanchement intra-articulaire, il est fréquent, mais qui n'est pas spécifique. Il est retrouvé dans plus que 70% des cas. Il apparaît en hyposignal T1, hypersignal T2. L'épaississement de la synoviale, il est fréquent, mais il est également non spécifique. Il peut être focal ou diffus. Cet épaississement, généralement, dépasse les 5 mm et donnant un aspect festonné à cette membrane synoviale. Elle apparaît en hyposignal T1 et hétérogène en T2, avec un rehaussement après injection du gado. Elle refoule la graisse et bombe dans l'épanchement. Alors le troisième signe, qui est plutôt le signe le plus spécifique et le plus pathognomonique, c'est les dépôts d'hémosidérine. On sait très bien que cette hémosidérine, c'est un produit de dégradation de l'hémoglobine, c'est un pigment ferrugineux, ce qui va créer un champ magnétique intrinsèque au niveau de la tumeur et qui va s'exprimer à l'IRM par un vide de signal. Donc l'hémosidérine, donc sur les IRM, donc elle est fréquente, c'est un signe spécifique, on le retrouve dans 83% des cas, et l'aspect donc pathognomonique apparaît en hyposignal T1, hyposignal T2, absence de rehaussement après injection de gado, et hyposignal renforcé en échogradient T2. Donc c'est le fameux blooming artefact, c'est vraiment le signe pathognomonique. En fait, les clichés qu'on voit parfois, on a l'impression que c'est des clichés flous. C'est ça, c'est pour mettre en plus, pour mettre en valeur en plus l'hyposignal. Donc c'est un hyposignal renforcé, témoigné de la présence de l'hémosidérine. Donc sur ces clichés de genou, de gauche à droite, vous voyez l'hyposignal T1, il n'y a pas de rehaussement après injection de produits de contraste, hyposignal en T2 et l'hyposignal renforcé en échogradient T2. Également, pour cette tumeur de la gaine des fléchisseurs au niveau donc plantaire, au niveau du pied, hyposignal T1, absence de rehaussement, hyposignal T2 et surtout le blooming artefact dans l'échogradient. Alors le quatrième signe, c'est l'œdème osseux qui généralement en regard des amas synoviaux et en regard des érosions osseuses.
Les érosions et les kystes osseux qui sont retrouvés dans 72% des cas, et ils sont plus fréquentes que sur les radios. Les lésions cartilagineuses sont beaucoup plus rares, mais apparaissent tardivement. Ils sont retrouvés dans 31% des cas. Voilà. Donc les seuls diagnostics différentiels qu'on peut avoir sur les clichés, enfin sur les séquences de l'IRM, c'est l'arthrite hémophilique et l'hémangiome synovial, vu la fréquence des hémorragies et les dépôts d'hémosidérine, ainsi que l'épaississement synovial au niveau de ces lésions. Ils sont éliminés surtout avec le contexte clinique et les clichés standards. Alors, quels sont les diagnostics différentiels à éliminer? Pour les formes articulaires, c'est la chondromatose synoviale, l'hémangiome synovial, le lipome arborescent, le chondrosarcome synovial, l'arthropathie amyloïde, l'arthropathie hémophilique, la goutte chronique. Et pour les formes extra-articulaires, essentiellement c'est le synovialosarcome, surtout au niveau de la main et des pieds, et les tumeurs des parties molles. Donc, mais on peut toujours redresser le diagnostic, surtout devant le contexte clinique général, l'évolution de la maladie, les données de la biologie, l'analyse du liquide de ponction pour les formes articulaires et l'analyse de la sémiologie radiologique, surtout pour l'IRM, et l'étude histologique réalisée pour les cas atypiques. Donc voici un tableau pour résumer un peu les différences cliniques et à l'imagerie. Alors, quelle est l'évolution naturelle de cette maladie? Elle est mal connue. Pourquoi mal connue? Parce que certains auteurs ont remarqué qu'après une simple biopsie, il y a une stabilisation des lésions. Donc Beers et Stevenson, en 2013, ont remarqué que dans 45 à 60% des cas après une synovectomie incomplète, ils ont noté une stabilisation des lésions. C'est pour cette raison qu'il faut toujours évaluer et prendre en considération le profil évolutif de lésions avant la prise de toute décision thérapeutique. Mais l'évolution est souvent lente avec une diffusion de la synoviale malade, avec une agressivité locale à travers l'os, la capsule et les tissus mous. Exceptionnellement, elle peut évoluer vers les formes agressives et la transformation sarcomateuse. Alors pour le traitement, il dépend de quoi? Il dépend de l'histoire de la maladie. Est-ce qu'elle est primaire ou on est devant une récidive? Du terrain, donc l'état, l'âge, de la symptomatologie, de la localisation, de sa forme diffuse localisée et du profil évolutif, donc le profil évolutif de la lésion. Et parfois, elle nécessite une discussion, ou plutôt souvent une discussion multidisciplinaire, surtout pour les cas difficiles et récidivants. Alors, quel est le but de traitement? Le but, c'est de prévenir la perte progressive de la fonction, de prévenir également la destruction des articulations atteintes et la destruction des tendons des structures osseo-articulaires pour les formes extra-articulaires. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques qu'on a sous la main? Le traitement chirurgical, c'est la synovectomie. Et le traitement non chirurgical, c'est la synoviorthèse qui peut être chimique ou isotopique, la radiothérapie extra-articulaire et le traitement médical. Alors la synovectomie, elle peut être, pour les formes articulaires, elle peut être réalisée à ciel ouvert ou sous arthroscopie. Et bien sûr, on peut profiter de cet acte-là, en cas de présence d'érosion ou de géode, d'assurer un comblement par une greffe osseuse, bien sûr après synovectomie. On peut avoir également recours en cas de destruction articulaire à une arthroplastie totale, voire une arthrodèse dans certains cas, bien sûr pour les formes destructives comme je l'ai signalé initialement. Alors pour les formes localisées, la synovectomie doit être partielle, mais qui doit retirer la totalité de tissu malade. Et pour la forme diffuse, la synovectomie doit être la plus totale possible. La résection arthroscopique n'a pas montré sa supériorité par rapport à la résection à ciel ouvert en matière de récidive, mais par contre, elle a montré sa supériorité par rapport à l'arthrotomie, surtout qu'elle entraîne moins de morbidité post-opératoire.
La synovie-orthèse chimique, essentiellement à l'acide osmique, c'est un geste qui doit être complémentaire à la synovectomie. Il peut précéder l'acte chirurgical ou le compléter après, donc quelques semaines avant ou quelques mois après la chirurgie. Ces résultats sont vraiment mitigés et on a remarqué qu'on a beaucoup de résultats décevants au prix de beaucoup de lésions non négligeables du cartilage, et c'est pour cette raison que cette alternative a été abandonnée en faveur de la synovie-orthèse isotopique. La synovie-orthèse isotopique, utilisée pour les formes articulaires, c'est une synovectomie par atrophie ou par nécrose synoviale, sous l'action des rayons gamma émis par les isotopes. C'est un complément à la synovectomie chirurgicale. Elle est réalisée entre 6 et 3 mois après la chirurgie, donc après la synovectomie, donc après cicatrisation. Le choix de l'isotope dépend du volume de l'articulation, du pouvoir de pénétration et du rayonnement, de la durée de vie et de l'âge du patient. La synovie-orthèse isotopique, c'est un geste qui doit se faire sous contrôle scopique avec une protection plan B et suivi par une immobilisation d'au moins 72 heures. La radiothérapie externe locale, elle est de moins en moins utilisée dans le monde. En tout cas, en France, on n'a plus recours à cette technique. Par contre, elle est maintenue en Allemagne et aux États-Unis. Elle est indiquée pour les synovites vélonodulaires résistantes en complément de la chirurgie. Les doses moyennes administrées sont de 20 à 50 degrés et en moyenne 2 degrés par séance pendant 6 à 8 semaines. Il semble que ce moyen thérapeutique donne de bons résultats à court et à moyen terme, donc dans 75 à 100% des cas, mais à long terme, ce moyen thérapeutique expose à des complications. Donc il y a plus de toxicité par rapport aux autres moyens thérapeutiques. Donc il doit être gardé comme un traitement de dernier recours. L'anti-TNF-alpha peut être administré par voie intraveineuse ou intra-articulaire. Il réduit l'inflammation par réduction du nombre de macrophages dans la synoviale. Et il prévient, voire retarde la destruction des articulations osseuses, des articulations et des os. C'est un traitement qui est lourd, avec beaucoup d'effets indésirables, mais qui reste une alternative intéressante si la chirurgie est contre-indiquée. L'antityrosine kinase, anti-TK, c'est un traitement basé sur l'inhibition de l'activité du CSF1R. Elle est destinée pour les formes résistantes de la synovite vélonodulaire. Donc il y a une étude concernant 27 patients réalisée par Cassier et collaborateurs, utilisant l'imatinib à dose de 400 mg par jour, par voie orale, avec une surveillance pendant 11 mois. Il a remarqué qu'il y avait 19% de bonnes réponses, 74% de stabilité des lésions. Donc ce traitement pourrait représenter une alternative pour les formes récidivantes ou en cas de contre-indication à la chirurgie. Il y a une étude multicentrique actuellement en cours, ouverte, sur l'utilisation de ces anti-TK, mais utilisant un autre produit, c'est le nitolinib, utilisé dans les formes diffuses, articulaires et inopérables, et qui est donc actuellement en cours en France, et on attend encore les résultats. Il y a 3 principales complications après traitement qui peuvent se voir donc, pour la synovite vélonodulaire. C'est la raideur et l'arthrose après synovectomie, plus ou moins la synovie-orthèse, la récidive après exérèse et la transformation maligne. Pour les récidives, le taux varie en fonction de la localisation et en fonction de la forme. Pour les formes localisées, on note pratiquement pas de récidive, mais pour les formes diffuses, ces récidives varient entre 8 à 56% des cas. L'articulation du genou, c'est la localisation où on voit le plus de récidives. Il n'y a pas de différence entre la synovectomie par arthrotomie ou la synovectomie sous arthroscopie, donc on a le même chiffre le nombre de récidives dans les deux cas. Le délai des moyens des récidives, il varie enfin de 2 à 5 ans. La transformation maligne ou la dégénérescence, elle est exceptionnelle. Elle survient généralement après plusieurs récidives et c'est généralement une dégénérescence sarcomateuse avec apparition de sarcome à haut potentiel agressif, de très mauvais pronostic, et ces dégénérescences apparaissent vers le 5e ou la 6e décennie. La localisation
la plus fréquente, où on observe plus de dégénérescence, c'est le genou, dans 47% des cas. Derrière, on a le pied et la main, dans 20% des cas. La cheville, dans 13% des cas. Et derrière, la hanche et la cuisse. Alors, pour cette tumeur, elle est pourvoyeuse de métastases, essentiellement ganglionnaires ou pulmonaires, dans 38 à 70% des cas. Donc, en conclusion, il s'agit d'une pathologie qui est rare, qui peut toucher les articulations, les gaines tendineuses et les bourses séreuses. Les manifestations cliniques sont vraiment variées et ils sont en fonction de la localisation et de la forme clinique. L'IRM a facilité le diagnostic. Le traitement est mal codifié vu la rareté de la lésion, donc d'où la nécessité d'études à large échelle avec un nombre important de patients afin de pouvoir uniformiser la stratégie thérapeutique. Donc voici une proposition d'une conduite thérapeutique devant une tumeur à cellules géantes ténosynoviales. Donc ça dépend si on est devant une forme localisée ou forme diffuse. Pour les formes localisées, le traitement consiste à une synovectomie partielle ou complète, sous arthro ou à ciel ouvert, avec une surveillance qui doit être tous les 6 mois, clinique et par IRM. En cas de récidive, il faut refaire une synovectomie chirurgicale, et en cas de contre-indication à la chirurgie, là on a l'alternative d'administrer soit les anti-TNF-alpha, soit les anti-TK. Pour les formes diffuses, on a les synovectomies totales, sous arthroscopie ou à ciel ouvert, ou en associant les deux, associées ou non à une greffe si on a des lésions, d'érosion ou de kystes osseux. Donc ensuite, on doit assurer une surveillance clinique et par IRM tous les 6 mois. Et en cas de récidive, il faut y retourner, faire une deuxième synovectomie totale et associer à cette synovectomie une synoviorthèse isotopique. Et en cas de récidive après une surveillance régulière, là on doit proposer les anti-TNF-alpha ou les anti-TK. Voilà. Je vous remercie. Dans les formes localisées, on a pratiquement 0% de taux de récidive, mais dans les formes diffuses, on a souvent des récidives. J'ai combiné les deux voies. Et bien sûr, il faut assurer une surveillance. Enfin, le schéma est à peu près clair. Alors, le problème se pose avec la radiothérapie externe, avec l'utilisation des isotopes, avec l'utilisation des anti-TNF-alpha ou des anti-TK. Mais je pense qu'au départ, il faut surtout privilégier la chirurgie, ensuite passer aux isotopes, hein, et ensuite passer aux anti-TNF-alpha ou les anti-TK. Donc c'est la succession logique. Voilà, et une petite remarque justement à propos des anti-TNF-alpha, c'est surtout c'est en préopératoire pour la réduction de la masse. Oui, on peut utiliser des anti-TNF-alpha soit en avant, soit après la chirurgie, dans les deux. Des questions? Oui, je remercie le Dr Morel pour cette excellente mise au point. Juste une petite remarque, dans le diagnostic différentiel sous nos cieux, je pense qu'il faut mettre l'accent sur la tuberculose, l'atteinte tuberculose, surtout dans sa forme synoviale, qui vraiment prête à confusion avec la synovie. Il n'y a vraiment que la biopsie qui peut, dans certains cas, différencier entre les deux pathologies. Et aussi, pour la deuxième remarque, pour les suites post-opératoires, et donc pour éviter justement les raideurs, qui est une complication les plus importante, et les récidives, la place de l'arthromoteur, donc la mobilisation immédiate post-opératoire sur arthromoteur. Je suis tout à fait d'accord pour le deuxième point. Pour le premier point, je pense que le contexte clinique peut éventuellement éliminer une éventuelle tuberculose avec une biologie qui, en principe, dans le cadre du synovite nodulaire, est souvent normale, alors que dans une tuberculose, on a un syndrome inflammatoire, on a des TR positives. Bien sûr, dans un il y a pays toujours... comme le nôtre, il faut au moins l'évoquer dans la liste des diagnostics différenciés. Parce qu'il y a des formes aussi qui sont anervisantes en tuberculose, où la biologie est... D'une synovite vilonodulaire, le diagnostic c'était une tuberculose. Voilà. Même l'IRM n'arrive pas. Même il n'y a que la biopsie vraiment qui peut... Même opératoire, ça y ressemblait beaucoup. Enfin, il me semble un peu, sincèrement, il me semble difficile de passer à côté d'une tuberculose du genou après, par exemple, enfin articulaire,
après une IRM. Parce que vraiment, l'IRM donne des signes vraiment pathognomoniques à la synovite vilonodulaire. La tuberculose a la réputation d'être une grande simulatrice. Il n'y a pas de dépôt d'hémosidérine au niveau de la tuberculose. C'est pour ça que oui. peut-être... Mais il y a la prise de contraste périphérique qui peut simuler en tout point l'épaississement de la synoviale. Donc, sous nos cieux, je parle. Sous nos cieux. Oui, je sais. Il faut l'évoquer vraiment. Mais l'hypersignal périphérique, les caractéristiques de la synovite vilonodulaire sur les clichés, sur les séquences de l'IRM, c'est l'hyposignal. T1, l'hyposignal T2, il n'y a pas de rehaussement après injection de gado, et surtout... la synoviale est épaissie, donc elle oui, mais elle épaissit même dans les arthropathies inflammatoires.